Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission Ensemble c'est mieux. C'est l'un des rares secteurs épargnés par la crise et ce, malgré 3 confinements. Les jeux d'argent ont intégré la liste des loisirs chez certains Français. Un loisir qui peut parfois mener à l'addiction. On va revenir sur cette tendance dans quelques instants. Mais avant, partons retrouver notre cher Evan. Evan qui est à Bru ce matin. Oui, salut Anne Fantet et bonjour à vous à la maison. Je parle moins fort parce que nous sommes en pleine épreuve du concours du meilleur apprenti de France à Bru, à la faculté des métiers. Et je suis avec le président du jury. Bonjour Vincent. Bonjour. Je compte sur vous pour me donner une place dans le jury de dégustation parce que ça a l'air bon ce qui se prépare derrière nous. J'aimerais pouvoir vous donner ce droit-là, mais je ne l'ai pas aujourd'hui. Bah oui, et puis il faut quand même avoir du métier. Dites-nous, c'est quoi le thème du concours d'aujourd'hui? Alors le thème, cette année, c'est le travail autour de la pomme, des épices et des fruits secs, avec la réalisation d'une pièce artistique, soit en sucre, soit en chocolat, autour de la fête foraine. Bon, on ira voir tout à l'heure les candidats, mais là, ils sont concentrés, alors on les laisse travailler. Expliquez-nous, ce concours du meilleur apprenti de France, il existe depuis quand? Alors, le concours de meilleur apprenti de France existe depuis 1985, à l'initiative d'un enseignant MOF du Morbihan. Donc MOF, meilleur ouvrier de France, tout à fait. Et en fait, c'est de là qu'est parti ce beau projet qui aujourd'hui regroupe 90 métiers avec pas loin de 6000 candidats à l'échelle nationale. Et donc la sélection, avant d'arriver au top du top en national, elle commence en départemental? Exactement, comme aujourd'hui, on arrive sur une épreuve départementale où il faut obtenir à minima la note de 14 sur 20 pour avoir ce qu'on appelle la médaille d'argent. Et après, à l'issue de cette médaille d'argent ou or, bien entendu, à 16, on va aux épreuves régionales et si on obtient 15 sur 20 pour le régional, c'est la consécration au niveau du national. Il faut monter pour une... Et qu'est-ce qu'on gagne si on devient meilleur apprenti de France? La gloire éternelle? La gloire éternelle, il faut toujours faire ses preuves dans notre métier, mais c'est vrai que c'est un très bon tremplin pour les jeunes qui le souhaitent pour rentrer dans le métier. Et c'est vrai que par les temps un peu difficiles aujourd'hui avec cette crise sanitaire, d'avoir des jeunes volontaires et engagés qui ont le courage de venir s'affronter dans l'arène aujourd'hui. Ouais. Félicitations à eux, félicitations aussi aux enseignants. Avant même qu'ils aient gagné, on les félicite. Merci beaucoup Vincent. On continue, on va aller maintenant voir William qui est formateur ici à la faculté des métiers de Bru. Excusez-moi messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour William. Enchanté. Enchanté. Expliquez-nous d'où viennent ces candidats, quelle formation est-ce qu'ils font? Ce sont des jeunes qui sont en formation mention dessert de restaurant. Ils sont tous issus d'une formation de la restauration. Donc, ils ont tous un diplôme, aussi bien un CAP cuisinier, un bac pro cuisine ou un BTS cuisine. Et donc, après, ils ont 1 an de formation ici à la faculté des métiers pour cette formation en dessert de restaurant. Et comment vous arrivez à cibler les élèves potentiels pour devenir, les élèves futurs candidats potentiels? C'est dans ces concours-là, bon, il y en a d'autres qui existent, mais dans ces concours-là, il faut réfléchir à ce qu'on va faire. Il faut avoir une vraie vision d'où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc il faut avoir une compétence technique, mais une vraie réflexion. Du coup, on voit très vite quel jeune peut avoir une compétence technique. Ça veut dire que déjà, il a bien appris ses bonnes bases lors de ses premières formations. Ici, il aura un complément, mais déjà, on va partir sur quelque chose de quelqu'un qui a bien bossé, qui a bien appris, qui a bien retenu. Et en plus, il va avoir une réflexion pour faire une création. Et en plus, pour avoir une petite touche artistique qui est, on va l'orienter, mais c'est un peu naturel quand même. Bon, en tout cas, on sent que vous les encouragez. On va continuer à découvrir cette épreuve des meilleurs apprentis de France ici à Bru dans quelques instants. Je vois que le chalumeau est au taquet. Et puis surtout, dans l'épreuve, il y a une épreuve sur le croustillant. Et ça, j'ai hâte de le voir. À tout à l'heure. Et tu as sûrement hâte de le goûter. À tout à l'heure, Evan. Et je vous le disais, ce matin, on s'intéresse aux jeux d'argent, loisirs largement plébiscités par les Français en cette crise sanitaire. Comment expliquer cette tendance? Éléments de réponse en chiffres et en images. J'ai parié 3-0. Je suis sûr que je vais gagner gros. Ouais, moins que moi si j'empoche la super cagnotte. Paris sportifs, poker, loto, les jeux d'argent en ligne ont raflé la mise pendant la crise sanitaire. En 1 an, ils ont connu un véritable boom avec une progression de 29% du nombre de joueurs qui s'élève aujourd'hui à 2,7 millions de personnes. Confinement, couvre-feu, ennuis et difficultés économiques ont semble-t-il poussé les Français à jouer. On joue désormais principalement sur son téléphone ou sur son ordinateur. Les sommes engagées en ligne ont triplé et l'on dénombre désormais 500 000 comptes joueurs contre 300 000 avant le premier confinement.
Cet engouement pour les jeux d'argent pendant la crise sanitaire ne fait qu'amplifier une tendance de fond. Et attention, cela peut virer à l'addiction comme on l'a vu depuis la libéralisation des paris sportifs. On dénombre aujourd'hui 400 000 joueurs ayant un comportement de jeu problématique et 1,5 million de personnes dans une situation à risque. Jouer est parfois un jeu dangereux. Et c'est comme l'alcool, à consommer avec modération. On en discute ce matin avec vous, Paul Brender. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat au barreau de Rennes. Et avec nous depuis Brest, le docteur Morgane Guillou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes addictologue au CHU de Brest, vous dirigez le pôle régional des addictions aux jeux d'argent et vous êtes présidente du réseau national de prévention et de soins du jeu pathologique. Et avec vous, Dominique Delpine, on parlera jeux, mais jeux de société, cette fois au travers de votre association Je veux jouer. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Alors d'abord, docteur, est-ce que vous constatez les effets de cette recrudescence des joueurs en cette période de Covid dans votre service ou est-ce que c'est finalement un peu trop tôt pour le mesurer ? C'est vrai qu'il y a un laps de temps entre le moment où la pratique de jeu est initiée et le jeu devient problématique. Mais globalement, ces derniers mois quand même, on voit de plus en plus de jeunes joueurs et de joueurs majoritairement en ligne. Et quel est le profil des personnes qui vous consultent finalement ? Alors, on va dire que c'est des profils extrêmement variés parce que ça peut être vraiment des très jeunes qui ont parfois des pratiques problématiques même avant 18 ans, même si officiellement le jeu est interdit avant 18 ans. Et comme qui vont jouer plutôt à des pratiques de poker, paris sportifs, comme ça peut être des gens très âgés jusqu'à plus de 80 ans avec des pratiques de jeux de grattage ou casino notamment qui peuvent être problématiques. Alors ce que vous dites, c'est qu'en fonction des jeux, il y a en quelque sorte des profils types qui se dessinent ? Oui, en fait, en fonction de la part de hasard et de compétences, l'effet recherché dans les jeux va être assez différent. Les jeux de hasard purs, comme les jeux de grattage ou les jeux de casino, vont être plutôt là utilisés pour lutter contre l'ennui. Et donc majoritairement, il y a plus de gens un peu plus âgés, plus de femmes. C'est pas que des femmes, mais une majorité. Alors que les jeux à sensation, qui sont les pokers, paris sportifs, on retrouve beaucoup plus de plus jeunes et d'hommes. Alors certains de nos téléspectateurs ont accepté de témoigner et de nous raconter leur passion du jeu. On va écouter à présent Stéphane. Salut à tous, moi je suis venu vous parler de l'ampleur qu'ont pris les paris sportifs ces derniers temps. Personnellement je parie depuis une dizaine d'années et c'est vrai qu'en ce moment j'ai remarqué qu'il y a énormément de monde qui s'y sont mis, surtout depuis le confinement et depuis que les stades sont vides. Quand on regarde un match sans public, sans ambiance, c'est devenu super triste. Et je pense que le fait de miser sur un match, ça crée une adrénaline, ça comble un manque et ça permet quand ça passe de se faire quelques petits plaisirs aussi. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Merci Stéphane pour votre témoignage. Docteur, quand on entend Stéphane, quelles sont finalement les émotions qui sont souvent citées par les joueurs d'argent ? Est-ce qu'ils comblent un manque ? Est-ce que c'est un petit plaisir facile ? Alors, en fait, il y a les joueurs qui ne sont pas problématiques, qui vont bien identifier que c'est un plaisir, c'est un loisir et qui ils maîtrisent complètement l'argent qu'ils vont perdre, accepter de perdre. Et les joueurs qui développent une pratique problématique, c'est ceux justement qui cherchent à soit avoir un effet flash, un effet renforçant très important, soit à combler un mal-être ou oublier des choses parfois. Mais en tout cas, ce que rapporte Stéphane, c'est vrai qu'on voit bien certains joueurs problématiques vont raconter que c'est vraiment les montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire qu'avec des sommes qui sont misées, qui gagnaient importantes, puis après la baisse, la perte d'argent, et c'est vraiment quelque chose de très intense. Et ce qui rapporte aussi, on le retrouve beaucoup, c'est-à-dire que ça jouer, alors en plus les opérateurs font de plus en plus ça, c'est-à-dire qu'on peut jouer au cours du jeu, ça majore l'implication dans le jeu. Et on voit d'ailleurs des joueurs qui, une fois qu'ils arrêtent de jouer, des joueurs problématiques, ne peuvent plus regarder un match, n'y trouvent plus d'intérêt parce que même s'ils adorent le championnat de foot, par exemple, ils voient plus du tout, il y a plus de sensation, il y a plus d'implication dans le jeu, donc en fait, ils regardent même plus de foot. Et est-ce que la crise sanitaire exacerbe finalement ces sensations dont vous parlez, docteur ?
C'était bien dit dans votre point là tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a vraiment l'isolement, la perte des sources de plaisir potentielles, les préoccupations financières aussi qui vont jouer, parce que parfois l'erreur que vont faire beaucoup de joueurs problématiques, c'est de penser que le jeu d'argent est un moyen de gagner de l'argent, alors qu'en fait c'est un risque. On donne de l'argent à un opérateur et c'est pas un investissement. Il faut accepter de perdre. Tous ces éléments-là, l'isolement familial aussi, parfois quelques conflits, vont faire que ça fait le lit de développer des conduites addictives et que la pratique des jeux d'argent en ligne est extrêmement accessible sur le téléphone, l'ordinateur, toute la nuit et jour, il n'y a pas de limite de temps ni d'espace. Je crois que c'est le moment de poser le cadre législatif. Alors, c'est un cadre législatif très strict, Maître Brender, autour de la notion d'argent, parce que jusqu'en 1836, on ne pouvait pas jouer, c'était interdit de jouer aux jeux d'argent. Alors, tout à fait, même le cadre après cette date a été est toujours restrictif. Il y a un monopole de l'État qui va autoriser et octroyer des agréments ou des autorisations pour jouer, mais sinon on a un principe d'interdiction du jeu qui va être contrôlé strictement par l'État pour ces raisons d'addiction ou même de blanchiment d'argent. Et ça, c'est d'autant plus strict depuis l'avènement d'Internet. Qu'est-ce que change finalement l'avènement d'Internet dans les jeux d'argent ? Alors, l'avènement d'Internet a bouleversé un peu l'économie et l'écosystème des jeux, a multiplié les possibilités de jeu pour les joueurs, mais il a multiplié aussi les canaux de jeu. On a une multiplication des sites permettant de jouer, des sites qui ne sont pas tout le temps dans la légalité. Donc il est difficile de contrôler les addictions, les comportements de jeu, de contrôler aussi les licences octroyées sur ces sites. Beaucoup sont à l'étranger, certains sont illégaux, et il est difficile même de poursuivre ensuite ces sites et ces délinquants qui vont proposer des jeux truqués ou délictueux. Alors docteur, j'imagine qu'il y a eu plein d'études sur cette addiction aux jeux d'argent. Finalement, qu'est-ce que ça change Internet dans cette addiction ? Internet est un accélérateur d'addiction, d'ailleurs, quelle que soit l'addiction comportementale, mais dans le jeu d'argent en particulier. Donc en fait, on a montré que les gens deviennent dépendants plus vite. Par contre, l'autre élément, c'est qu'ils prennent conscience du problème plus vite et qu'ils peuvent demander de l'aide plus vite aussi. Et dans quel cas, maître, nous n'avons pas le droit de jouer aux jeux d'argent ? Est-ce qu'il y a des cas précis que vous pouvez nous présenter Alors, les personnes qui ne vont pas avoir le droit, c'est notamment les mineurs. On a un principe d'interdiction du jeu pour les mineurs, sauf quelques exceptions comme la participation des fêtes foraines et récemment les jeux e-sportifs, donc les jeux en ligne. Sinon, on va avoir aussi les personnes qui vont se faire interdire de jeu, soit volontairement, soit suite à une décision administrative ou judiciaire. Et donc, c'est pour des durées plus ou moins longues, de 3 à 5 ans, selon les cas. Sinon, à part certains incapables qui vont être suite à des décisions sous curatelle ou dans l'incapacité de prendre certains actes juridiques, on a le droit de jouer à ces jeux qui sont autorisés, sous réserve qu'ils respectent aussi, que les organisateurs du jeu respectent la législation en place. Justement, vous parliez tout à l'heure du e-sport qui est très en vogue chez les jeunes, et les cas de jurisprudence se multiplient, c'est ce que vous me disiez en préparant cette interview. On a un boom, une accélération des jeux. Et depuis la loi sur la République numérique de 2017, on a maintenant l'autorisation de passer d'avoir des contrats e-sportifs pour des mineurs et d'être rémunérés pour des jeux sur Internet ou des jeux vidéo, des compétitions sportives. Donc les mineurs, maintenant, ont la possibilité de le faire sous réserve de certaines autorisations. Il y a tout un cadre à respecter, notamment recueillir l'autorisation parentale lorsque l'on est mineur, en sachant qu'il y a une limite à partir de 12 ans. En dessous de 12 ans, on ne peut pas jouer à des jeux d'argent. Ça reste une prohibition totalement stricte et réglementée. Et docteur, vous avez de plus en plus de jeunes dans vos services ? En fait, l'interdiction qui est évoquée, c'est une interdiction de vente en fait aux mineurs. Et on sait bien que près de 40% des mineurs, à 17 ans, 40% ont au moins joué à un jeu d'argent dans l'année. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, en fait, avant que les jeunes aient leurs propres revenus, ça passe totalement inaperçu. Il y a souvent une préoccupation majeure des familles sur les jeux vidéo. Et très peu sur les jeux d'argent, alors qu'en fait l'initiation précoce aux jeux d'argent est extrêmement addictogène, beaucoup plus addictogène potentiellement que les jeux vidéo. Alors en plus il y a des mélanges, parfois il y a du jeu d'argent dans le jeu vidéo, et c'est vrai qu'après si on voit certains jeunes, tout à l'heure on parlait des apprentis par exemple, ils ont des salaires précocement, qui peuvent se retrouver, on a eu quand même un certain nombre de jeunes où dès leur premier salaire, l'intégralité de leur salaire allait dans les jeux d'argent, et ils jouaient finalement depuis très longtemps et c'était passé inaperçu. Je vous propose maintenant d'écouter ce témoignage de Julie.
Il m'arrive très fréquemment de jouer aux jeux à gratter. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est très ludique et en fait c'est ce que je préfère parce qu'on a le résultat immédiatement. Et puis c'est un très petit investissement. Je gagne plutôt souvent et j'ai même un membre de ma famille qui a gagné une grosse somme il y a quelques années en arrière. Donc c'était plutôt sympathique. J'avais une question par rapport à ces jeux à gratter. Donc j'ai entendu dire qu'à chaque fois qu'un nouveau jeu sortait, pendant une période de 6 mois, les chances de gagner étaient augmentées et j'aurais voulu savoir si c'était vrai. Docteur, est-ce que ce sont des techniques qui permettent d'engranger une sorte d'addiction? En fait, oui, les opérateurs de jeux sont tout à fait... déjà, changent beaucoup le marketing des jeux pour que soient plus attractifs et que les joueurs aient plus envie de gagner. Ce qu'elle rapporte, c'est-à-dire les petits gains avec potentiel de gains, les petites mises, pardon, avec potentiel de gains très élevé, sont quelque chose qui attire beaucoup aussi les joueurs réguliers, les gros joueurs. Et c'est sûr que c'est des fausses croyances que dit cette dame, mais qu'on retrouve beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que s'il y a quelqu'un qui a gagné dans un bar tabac, je crois que le chiffre d'affaires augmente de 20% dans les semaines à venir parce que les gens s'imaginent que c'est un bar tabac qui a plus de tickets gagnants, sauf qu'en fait, c'est vraiment typiquement quelque chose qui renforce les croyances erronées des joueurs. Alors justement, docteur, on a tous déjà joué à un jeu d'argent. Quelle est la limite finalement entre la pratique récréative et la véritable addiction? Comment on reconnaît un joueur pathologique, pour être clair? En fait, c'est très subjectif puisque c'est très personne dépendant, mais il y a vraiment 3 règles, c'est-à-dire qu'il faut retenir que faut pas, ça devient un problème dès lors on joue trop souvent par rapport à ce qu'on aurait aimé faire, qu'on joue trop longtemps, c'est-à-dire que ça nous prend trop de temps dans notre quotidien par rapport à ce qu'on pourrait laisser un espace à une activité de loisir, par exemple, et surtout trop d'argent par rapport à ce qu'on peut se permettre. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est très relatif et proportionnel à ce qu'on va gagner. Il n'y a pas de somme maximum, mais vraiment, c'est très personne dépendant. Et dès lors qu'aussi, il y a des conséquences dans notre vie quotidienne ou que l'entourage fait des remarques, là, il faut vraiment s'interroger sur sa pratique. Et qu'est-ce que vous mettez en place finalement comme type de thérapie pour ceux qui viennent vous consulter et qui ont reconnu en quelque sorte leur addiction? En fait, il y a pas de médicament de l'addiction au jeu, hormis s'il y a un trouble, une pathologie associée. Donc, c'est vraiment des accompagnements de type individuel où on va travailler avec des méthodes cognitivo-comportementales. Il y a des groupes de parole qui existent aussi, des groupes soit d'échange, mais des groupes aussi thérapeutiques. On travaille aussi beaucoup on fait aussi beaucoup de travail familial parce que c'est vraiment quelque chose qui ébranle beaucoup aussi les systèmes des familles, avec la question de la confiance, du mensonge qui prend beaucoup de place, des préoccupations financières qui impliquent tout le monde. Donc on fait aussi beaucoup de travail familial et beaucoup de travail aussi social et au niveau du budget. Et parmi les jeux d'argent très répandus dans notre sphère privée, il y a le poker. Donc, maître, je voulais savoir, est-ce qu'on a le droit de jouer au poker, une petite partie organisée dans le cadre privé où on mise un billet de 10 € par exemple? Alors oui, le poker, effectivement, si vous misez de l'argent, ça change. Si vous misez des graineries, il n'y a aucun problème. Si vous misez de l'argent, à faire la distinction entre le cercle privé où on joue avec des amis, où il y a un principe d'interdiction du jeu d'argent en France. Maintenant, dans le cercle strictement privé avec des amis, il n'y aura pas de difficulté à pouvoir jouer. Puisqu'on a un des répréhender pour répréhender un petit peu et interdire les jeux, qui sont l'offre au public. Donc, sur le principe, vous allez pouvoir le faire, disons qu'il ne va pas y avoir de sanctions, mais l'organisation d'un jeu d'argent chez soi, même dans un cercle privé ouvert des tiers, pourrait être sanctionnée et même lourdement sanctionnée. On peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 90 000 € d'amende. Et pour les jeunes qui sont mineurs et qui jouent, quelle est la peine encourue si jamais ils sont attrapés sur le fait? On peut avoir des facteurs aggravants, mais ça va rester moindre, surtout du fait qu'ils soient mineurs. Ils vont avoir une responsabilité pénale moindre. Maintenant, il ne faudrait pas que ce soit couplé à d'autres infractions. On peut rapidement tomber dans la complicité de recel, dans le blanchiment d'argent. Il faut faire attention à tout ça. Alors, on en parle un peu, docteur, mais quels sont finalement les effets néfastes de l'addiction au jeu sur la santé mentale et physique? En fait, les premiers dommages vont être financiers. Donc, on peut se retrouver avec des gens. Je vous parlais des jeunes là qui misaient tout leur argent. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui pouvaient ne plus s'alimenter parce tellement ils misaient d'argent sur les jeux. Donc, ça altère comme l'état général. Ensuite, surtout, ça dégrade vraiment les relations familiales de manière majeure. Et l'impact ensuite, il va être, majoritairement psychologique, avec un risque suicidaire qui est extrêmement élevé, puisque souvent il y a un cumul de
mensonges, de dettes, d'isolement. Et c'est vrai que on a fait une étude où on montrait que 40% des joueurs qui demandaient de l'aide en consultation étaient à risque suicidaire. Un dernier conseil, maître, pour ceux qui jouent en ligne, à quoi il faut être vigilant? Alors, à l'éditeur du jeu, notamment vérifier qu'il y a bien des conditions générales de vente ou de service qui encadrent tout cela, notamment pour vérifier qu'il ne va pas avoir de difficultés sur l'argent misé, il ne va pas y avoir de vol. Il y a beaucoup de pratiques aussi délictuelles par rapport à ça. Et c'est le premier point à vérifier, c'est toutes les règles même du droit classique sur la consommation, sur la communication qui doivent être respectées. Ensuite, effectivement, on a des comportements d'addiction qu'il faut maîtriser et ça, c'est très personnel. Donc, merci beaucoup, Dr Guillou, d'avoir été avec nous depuis Brest. Merci beaucoup, Maître Brender, pour tous vos conseils. Allez, on marque une pause pour aller retrouver Evan. Evan qui a assisté à une épreuve du concours du meilleur apprenti de France à Bru. Il y a pire pour commencer la journée que d'être au concours du meilleur apprenti de France, surtout quand on voit ces bons produits. Donc, je rappelle, ici, on doit cuisiner la pomme, les fruits secs et les épices. Et les épices, voilà. Expliquez-nous, Vincent, vous qui êtes le président du jury, comment se déroule l'épreuve qui est en train de se passer? Alors l'épreuve se déroule sur une sélection de 5 heures, en fait, où ils vont devoir réaliser leur dessert, leur conception et une pièce artistique autour du sucre ou du chocolat. Et en fait, c'est comme des sportifs, ils se sont entraînés, et aujourd'hui, ils doivent être bons au bon moment et refaire leur programme. Et alors, c'est comme au bac, on a un sujet. Tiens, le voilà. Ah bah moi si tu veux essayer. Voilà, tout à fait. Ils ont un sujet qui leur est donné le jour de l'inscription, où ils vont pouvoir, en amont, faire des recherches et travailler sur... Donc ils ont du temps quand même pour se préparer. Tout à fait. Je vois qu'il y a quand même obligation d'avoir un croustillant. Exactement. C'est ce qu'on voit dans le bac de philo, ça par exemple. et ils doivent dresser plusieurs assiettes de leur plat. Tout à fait. 8 assiettes seront dressées de leur plat qui vont ensuite aller à un jury de dégustation qui ne verra jamais le jury de travail au moment de l'épreuve. Et bien justement, on va aller rencontrer un des membres du jury, Jérémy. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Donc l'épreuve de 5 heures, elle a lieu dans cette cuisine et puis toujours sous le regard attentif d'un membre du jury comme vous. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors vous êtes un ancien élève de la faculté des métiers. C'est bien ça, oui. Vous êtes devenu chef et vous êtes aussi un habitué des concours. Oui, j'en ai fait quelques-uns, tels que le championnat de France du dessert ou bien le festival gourmand plus localement, quoi. Et c'est quelque chose qui me passionne assez et j'aime beaucoup aussi juger les gens qui concourent. Alors justement, là, sur quoi est-ce qu'on se base pour... je vois, il y a tout un grand tableau d'évaluation. Oui, alors aujourd'hui, en fait, ils sont notés sur 3 principaux critères. Donc la réalisation, la dégustation, donc ça c'est un autre jury qui va s'en occuper, et la présentation du buffet. Et parmi ces 3 critères, il y a quelques sous-critères où justement c'est très important de maîtriser l'ensemble de la production. Et vous gardez les yeux braqués sur le candidat pendant toute l'épreuve? Les candidats. Sur les candidats? Oui, tout le temps. Mais ça leur met la pression. Exactement. Et vous communiquez avec le jury de la dégustation, justement, qui va arriver à tout à l'heure? Il n'y aura pas de communication, on ne dira pas quel candidat a fait quoi que ce soit, c'est vraiment à l'aveugle total. Et par contre, j'ai une petite remarque, vous êtes quand même super dur, 5 points en moins par quart d'heure de retard. Si on a une demi-heure, c'est 10 points en moins sur 20, ça fait beaucoup. Vous êtes prêt à attendre une demi-heure à table? Non. Voilà. Bon, bah d'accord, j'ai compris. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques minutes pour assister à la dégustation et à la révélation des plats de nos candidats. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Et on parlait il y a quelques minutes des jeux d'argent. Il y a aussi les jeux de société qui se portent très bien. Le marché a été dopé par les confinements et déconfinements successifs. Mais qu'en est-il des associations qui réunissent les joueurs? On en parle avec vous, Dominique Delpine. Vous êtes le président de l'association Je veux jouer à GFZ, joli jeu de mots. J'imagine que comme tout le monde, c'est une drôle d'année pour vous, pour votre association. Oui, c'est une année compliquée, c'est une année noire, on peut dire, parce que c'est une année où on n'a pas du tout joué, on a pratiqué jusqu'au fin octobre, quelque chose comme ça, et ensuite ça s'est complètement arrêté, nos soirées se sont complètement arrêtées, et du coup ça a été un peu compliqué pour tout le monde. Ouais. Et qu'est-ce qui a été finalement le plus difficile à appréhender pendant toute cette période, avec le recul finalement? Non, mais c'est aujourd'hui le jeu de société dans notre association, c'est un moment de partage qui permet aux gens de se rassembler, de passer un bon moment, une bonne soirée tous les 15 jours. Et là, on est passé de beaucoup de social, parce que du coup, on partageait beaucoup, à rien du tout. Donc ça s'est arrêté net et ça a été assez compliqué de ce côté-là de passer de plus voir de gens, en été, ou assez peu. Le cercle de joueurs, dans l'association, on a la possibilité de jouer avec plein de personnes différentes, de profils différents, et là, on s'est retrouvé à jouer avec les mêmes personnes tout le temps, un peu au même jeu.
Et quel regard vous portez sur cet engouement autour du jeu de société? On a vu des reportages, des articles là-dessus. Vous qui faites ça depuis plusieurs années, vous vous dites non mais c'est bon, ils ont découvert la Lune il y a 10 jours Non, je dis pas ça parce qu'au contraire, je trouve ça bien parce que justement ça met en avant une autre façon de jouer, un autre loisir qui était un peu méconnu du grand public. Dans le sens où aujourd'hui, quand on parle de jeux de société, globalement on parle Monopoly, on parle Trivial Pursuit, on parle de jeux très communs qui existent depuis des décennies. Le jeu de société tel que moi je le pratique, moi je l'ai découvert dans les années fin 80, ça date déjà. Et en réalité, ça a continué à évoluer depuis ces années-là. Et sauf qu'on commence juste à le découvrir dans les grandes surfaces, auprès du grand public. Donc moi, je trouve ça bien, au contraire, pour notre loisir, qui prennent un peu de découverte et d'ampleur. Maître Brender, vous êtes adepte des jeux de société ou... Alors oui, Pas tant que ça. beaucoup, et de plus en plus, c'est ce qu'on voit des formations par le jeu qui sont des modes de formation beaucoup plus novateurs et intéressants, même en entreprise. Donc il y a un vrai créneau. Le jeu, ça va au-delà que de l'aspect simplement ludique. Il y a tellement d'apports avec le jeu. Et c'est quoi le petit plus de jouer dans une association telle que la vôtre plutôt que de faire une soirée jeu de société à la maison? Nous, ce qu'on apporte, c'est la variété des jeux. Parce que nous, on a une ludothèque d'environ une centaine de jeux qu'on renouvelle régulièrement. En plus, les joueurs apportent leurs propres jeux qu'on n'a pas forcément dans l'association. Et c'est de jouer avec des profils différents, avec d'autres personnes, de se rencontrer, de passer un moment social tous ensemble. Parce que jouer toujours dans le cercle familial ou avec des amis, c'est un peu toujours le même cercle. Là, on permet de faire découvrir notre société, notre jeu de société du moins, notre loisir, et en plus de partager avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément, d'autres milieux, parce que c'est multiculturel et on touche toutes les couches sociales, il y a un peu tout le monde qui vient jouer chez nous. Alors vous me disiez en préparant cette interview que certains de vos adhérents se sont rabattus sur des jeux adaptés, mais en ligne aussi? Oui, tout à fait, il y a quelques sites qui existent, il y en a un qui s'appelle Board Game Arena, qui en réalité, sur ce site-là, les jeux de société tels qu'on les connaît physiquement sur plateau sont transposés en numérique. Et donc, on peut jouer en ligne seul ou avec d'autres personnes. La plupart du temps, c'est d'ailleurs plutôt avec d'autres personnes. Et on retrouve les plaisirs de jeux de société plateau, en tout cas les sensations de ces jeux, mais en ligne. La seule chose qui manque pour moi, et du coup, moi, je les pratique assez peu, c'est le côté justement partage, parce qu'autour d'une table, c'est quand même plus sympa d'être avec des gens. On partage plus des fous rires. On a plus, et quels ont été un peu les jeux incontournables pour vous un an sous le Covid? Alors j'ai cherché beaucoup plus de jeux où on pouvait jouer à deux en réalité. C'est-à-dire, alors moi j'ai la chance, j'ai mon épouse qui joue aussi, donc on partage les mêmes goûts dans les jeux à peu près, et donc on a cherché un peu des jeux où on pouvait jouer à deux. Il y en a un que j'aime beaucoup, ça s'appelle Seven Wonder Duel en réalité, donc c'est un dérivé d'un jeu qui s'appelle Seven Wonder, qui est un jeu qui joue plutôt à 6-7 personnes, où là on peut jouer à deux et les règles sont très bien adaptées. Après, moi j'ai joué à peu près à tous les jeux que je prends. En général, quand je les achète, c'est pour pouvoir jouer à deux aussi. Donc, j'ai même des gros jeux de stratégie, on arrive à jouer à deux. Alors, il y a un jeu qui était parfaitement adapté à notre situation, c'est le jeu Pandémie. Ah oui, mais on n'a pas été très bon. Vous n'avez pas été très bon. Et vous pouvez nous raconter rapidement les règles? Alors, Pandémie, c'est un jeu du coup coopératif où là, tous les joueurs jouent ensemble et pour un but commun qui est de combattre des épidémies qui se déversent sur la planète. Donc chaque joueur joue un rôle, il a un personnage, il y en a un qui va être scientifique, il y a plusieurs rôles, et on va devoir combattre des virus, trouver des vaccins pour soigner ces maladies alors le jeu est un peu punitif, c'est assez difficile à gagner en réalité, parce qu'on joue contre le jeu pour le coup. On peut le conseiller ou pas Ah oui, c'est un bon jeu. Alors moi, je ne suis pas très jeu coopératif, en réalité je préfère les jeux compétitifs, mais par contre c'est un très bon jeu. J'y ai joué aussi et j'ai perdu, sachez-le. Merci beaucoup Dominique Delpine. Et puis pour ceux qui n'ont pas la chance d'habiter GFZ, vous pouvez aussi vous engager auprès d'autres associations des jeux de société, comme vous allez le voir dans notre boîte à idées. J'adore jouer aux cartes, mais je ne trouve pas de partenaire. Et c'est une assoce de jeux de société. À l'heure des jeux vidéo et de la réalité virtuelle, on pourrait croire que les bons vieux jeux de société n'ont plus la cote. Eh bien, c'est tout le contraire. Le jeu de société se porte très bien et il n'a jamais été aussi créatif. Avantage, non seulement c'est un excellent divertissement, mais c'est aussi une activité conviviale qui permet de s'amuser ensemble. Michael a créé une association pour partager sa passion des jeux de société modernes. On se réunit toutes les semaines, une fois par semaine, dans nos locaux pour différents types de jeux. On propose des jeux d'ambiance, de plateau, selon vraiment les différents goûts des personnes.
Ce qui est génial avec le jeu de société, c'est que ça casse toutes les barrières, qu'elles soient en fait sociales ou les barrières même d'âge. Voilà, en espérant en fait que ça va vous donner envie de vous essayer au jeu de société. Alors, prenez-vous au jeu de société et comme Michael, créez votre propre association ou bien rejoignez-en une, elles sont nombreuses. Voilà, maintenant, vous savez tout. On passe maintenant à notre volet emploi, coup de projecteur ce matin sur une profession qui recrute. Ajusteur-monteur, voici le portrait de Lucie qui débute dans le métier. 4,75. On va commencer par celle-là. Moi, c'est Lucie Laudin. J'ai 28, bientôt 29 et je suis ajusteuse-monteuse. Donc c'est un métier qui consiste à usiner des pièces et à les monter ensuite. L'usinage, c'est fabriquer des pièces en enlevant des copeaux, en gros. Donc ça va être le perçage, ça va être le fraisage, le tournage. C'est-à-dire qu'on fabrique des pièces en métal en enlevant de la matière. Donc moi, c'est le plan, c'est les plans. Des pièces en question, des pièces à faire. Évidemment, il y a des jours où on va répéter 1000 fois la même chose parce qu'un client a demandé 72 carters pareils. Derrière, on peut avoir des semaines où il y a des pièces beaucoup plus variées. À ce moment-là, je vais beaucoup plus changer de machine. Éventuellement, ça va être plus varié aussi sur ce qu'il y a à faire sur chaque machine. Par exemple, autour, je peux juste avoir un trou à faire dans 72 pièces ou 72 pièces pas du tout pareilles, toutes avec plein de choses à faire dessus, quoi. J'aime bien le tournage, plus précis que les autres machines que j'utilise, parce que les autres machines, on va travailler à plus ou moins 5/10 de millimètre. Le tour, il est beaucoup plus précis. Déjà, il y a une notion un peu satisfaisante de réussir à faire ces pièces au centième de millimètre. Il y a plein d'outils à utiliser, à monter, démonter. C'est une petite machine Lego, c'est vachement intéressant. Là, je fais le perçage, parce qu'en gros, après, c'est des barres qui vont partir en soudure. Ils vont servir pour fabriquer, parce qu'on fait les carters, du coup. En gros, j'ai toujours beaucoup aimé le bricolage. J'ai bricolé beaucoup, je fabriquais des trucs, je faisais des origamis, des machins en papier, des maquettes en papier, des grands bateaux. Je pense que la base du truc, c'est vraiment de bien aimer comprendre les volumes qu'on fabrique en fait. Il n'y a plus de formation d'ajusteurs-monteurs, c'est-à-dire que les ajusteurs-monteurs qui sont ici, ils ont plus 40-50 ans. Ils m'ont formé, m'ont montré au fur et à mesure comment on faisait les choses. Et ça a aussi été de poser beaucoup de questions à tout le monde. Après, ça va vite. En général, quand on aime bien ça, ça va plus vite. Je vais sabler une pièce, parce que là, l'état de surface est un peu crade, parce que c'est de l'alu, donc ça marque assez vite. Ponctuellement, il y a des objets que je réalise que je ne savais pas faire avant. Et donc, je suis assez fière d'y arriver. Je ne suis pas fière de moi, mais je suis fière à la fois aussi d'être une fille, en fait, dans ce truc-là. Je suis la deuxième fille en 30 ans. Et c'est pas spécialement parce qu'ils veulent pas de filles, parce qu'ils estiment qu'elles ne savent pas faire, mais c'est parce qu'il y a pas de CV. Donc, il y a une espèce de réticence aussi des femmes de ce côté-là. Si on a envie de faire ce métier-là, en tout cas dans un atelier ou de travailler manuellement, quand on est une fille, il ne faut pas avoir peur de poser son CV, il ne faut pas avoir peur d'aller voir et d'aller essayer, quoi. C'était le métier d'ajusteur-monteur. Découvrons ensemble les opportunités d'emploi en Bretagne avec Ingrid Loubatière de Pôle emploi Brest. Bonjour Ingrid. Bonjour Anne Fanté. Alors il faut savoir que le métier peut s'exercer dans différents secteurs, hein. Oui, tout à fait. Il peut s'exercer dans différents secteurs tels que les secteurs industriels, de l'aéronautique, de l'automobile, du spatial ou même encore de l'armement. Et ce sont à chaque fois les mêmes missions? Alors, tout à fait. Ce sont des missions où effectivement, il faut donc réceptionner les pièces, fabriquer les pièces, les assembler, les monter. Donc, les missions, c'est de savoir lire et comprendre des plans, des schémas, contrôler aussi la qualité du produit fini et puis enfin rédiger des comptes rendus à l'issue des fabrications de vos pièces. Et quel est le niveau de diplôme requis dans la profession ? Alors, on a plusieurs diplômes possibles. Donc, on a les diplômes niveau bac de pro, bac pro, donc MEI, maintenance des équipements industriels par exemple. On a aussi les niveaux bac plus 2, DUT génie mécanique productique ou encore les BTS de conception de processus de réalisation de produits. Et dans le cadre de... Ah, pardon. Oui. Non, je vous ai coupé, mais par ailleurs, il est également possible d'accéder à ce métier par la voie de la reconversion. C'est ça que vous vouliez dire peut-être? Exactement. Tout à fait. Et dans le cadre donc, de reconversion professionnelle, vous pouvez viser donc, les titres professionnels de monteur d'équipements industriels ou encore donc, les certificats de qualification paritaire de la métallurgie d'ajusteur-monteur. Et quelles sont les qualités humaines attendues par les employeurs ? Alors, en termes de qualité, on va attendre surtout une personne qui va être rigoureuse, qui aura de la minutie et puis qui va aussi être très méthodique dans le cadre de l'assemblage des pièces.
Enfin, on demandera aussi à la personne d'être ingénieux en fait, et puis d'avoir des habilités de façon à pouvoir retravailler sur des pièces sur lesquelles vous pourriez rencontrer des difficultés de montage ou d'assemblage. Et est-ce que c'est un secteur qui recrute en Bretagne rapidement, Ingrid? Ah oui, tout à fait. On a plus d'une 50aine d'offres en Bretagne aujourd'hui que vous pourrez retrouver donc sur le site de pôle emploi.fr, et vous retrouverez donc les formations sur la bonne formation, ou alors les entreprises susceptibles de recruter sur la bonne boîte. Merci beaucoup Ingrid pour toutes ces précisions. Allez, on part faire un dernier saut direction Bru où nous attend Evan. L'attention est à son compte, c'est bientôt l'heure du verdict. Oh là là, Infante, j'ai la pression. Ça y est, l'épreuve est terminée. Et bientôt, le jury va délibérer. Alors, on va faire un petit tour de ces belles réalisations. On commence avec toi, Alex. Salut. Bonjour. Donc, je le répète, tu es apprenti puisque tu concours pour le meilleur apprenti de France. C'est ça. Le sujet, c'était sur la pomme et aussi la fête foraine. Explique-nous un petit peu ce que tu as réalisé dans l'épreuve d'aujourd'hui. Donc, pour le dressage assiette, j'ai choisi la pomme d'amour car c'est le plus représentatif de la fête foraine. Et pour la pièce en sucre, j'ai choisi la Crazy Tower. Donc c'est un manège d'association, ce que j'aime faire le plus dans les fêtes foraines et ce qu'on voit le plus. Mais comment est-ce qu'on fait une pièce comme ça? C'est vachement de boulot. C'est des heures et des heures d'entraînement. Et justement, comment est-ce qu'on révise un examen comme celui-ci? C'est pas comme le bac, on fait pas des fiches Bristol? Non, on s'entraîne chez nous, on s'entraîne au restaurant, on fait les fiches techniques. Et après, on essaye. Les erreurs permettent d'apprendre. Bon, et en tout cas, ça a l'air très très bon. On va te laisser sortir puisque c'est un jury très sérieux et vous n'avez pas le droit d'être là. C'est ça. Donc Vincent, président du jury, va ouvrir la porte. Merci beaucoup Alex. Maintenant, on va y voir Mathéo. Salut Mathéo. Bonjour. Alors, présente-nous un petit peu ta réalisation. Donc là, c'est pareil que Alex, mais d'une façon différente. Donc la pomme d'amour, donc une coque en sucre soufflé, avec en dessous un streusel au sarrasin, une mousse cardamome. Un streusel, c'est comme un crumble. Mais c'est une autre façon de le dire. D'accord. Voilà. Au sarrasin, avec une mousse cardamome à l'intérieur et une compotée de pommes Pink Lady au cidre. Et la pièce et la grande roue, qui est faite en sucre? Tout en sucre et en pastillage, donc pour la partie blanche. Et ça, tu as réalisé ça en combien de temps? À peu près, j'ai mis, on va dire, une demi-heure, 3/4 d'heure pour le couler, faire les trous et tout, et une petite heure pour tout assembler. Et comment est-ce que tu as trouvé l'inspiration? On le répète, vous avez reçu le thème en amont de l'examen. Mais comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour faire ça? Dès qu'on parle fête foraine, tout de suite, moi, c'est la grande roue qui me vient à l'idée. Donc voilà. Tout simplement. Tout simplement. Bon, très bien. Écoute, on va te laisser sortir et puis on va délibérer. Au revoir. Ce qui est chouette, c'est qu'il a prévu une assiette pour moi. Non, je pense pas qu'elle soit pour moi, c'est pas grave. Bonjour Laurent. Bonjour. Rebonjour, vous êtes donc membre du jury de dégustation. Bonjour aussi. Expliquez-nous sur quels critères vous allez juger ces deux candidats. Alors moi, quand je goûte un dessert, d'abord, j'essaie de me mettre un peu à la place d'un client, en fait. Et j'essaie de trouver d'abord un bon gâteau. Et je fais un petit peu abstraction de mes connaissances de mon métier. Et je suis vraiment le consommateur, en fait. Évidemment, après, le naturel revient au galop. Je vais regarder un petit peu la technique, surtout pour départager les candidats, voir si ce dessert est technique, s'il est bien équilibré, etc. Mais dans un premier temps, c'est vraiment j'essaie d'avoir un regard un peu candide. Est-ce que ce gâteau est bon, quoi, tout simplement. Vous avez conscience que la note que vous allez leur donner peut changer leur vie? Changer leur vie, peut-être pas changer leur vie, mais leur jeune carrière en tout cas. Ça peut être un démarrage, effectivement, de briller dans un concours de meilleur apprenti. J'en sais quelque chose parce que je suis aussi passé par là. Ça peut être un démarrage d'une très belle carrière parce que ça suscite quelquefois des belles rencontres. Et effectivement, ça peut être important. Vous croyez que moi, avec ma compote de pommes, je pourrais concourir aussi? Heureusement que non, parce que c'est quand même un métier. Oui, exactement. C'est bien, très bien répondu. Je vous laisse faire du coup la dégustation, le jury. Et puis voilà, bon appétit. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte. À toi, Infante. Merci Evan. À demain pour de nouvelles aventures. Merci à vous aussi depuis chez vous de nous avoir suivis. Demain au programme d'Ensemble c'est mieux, on s'intéressera à une véritable passion française, la généalogie. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. D'ici là, portez-vous bien et très belle journée sur France 3 Bretagne.